Même ceux qui ignorent tout de Nietzsche connaissent sa phrase « Usé jusqu'à la corde, ce qui ne me tue pas me rend plus fort ». Eh bien, avec la catastrophe de l'Airbus A320 de Germanwings, c'est le contraire qui est arrivé. Ce qui me rend plus fort me tue. Ce qui me rend plus fort, c'est cette porte blindée censée protéger le cockpit, laquelle est devenue un piège mortel. Ce qui me rend plus fort me tue, parce qu'après le 11 septembre 2001, les avions ont été repensés pour être protégés contre tout, sauf contre un ennemi intérieur. Y a-t-il un pilote dans l'avion ? La réponse était oui, mais hélas, celui-ci n'était pas dans le cockpit. On avait pensé à tous les dangers, sauf à celui représenté par le copilote. Il faudra un jour mesurer le prix que nous payons du fait de la surprotection de nos vies. Voitures qui emprisonnent les enfants parce que l'on ne peut plus sortir d'une voiture verrouillée, portes tellement bien blindées qu'elles sont désormais inviolables. Et du coup, on se remet à parler de la possibilité d'obliger les compagnies aériennes à maintenir 2 personnes en permanence dans le cockpit. 2 personnes dans le cockpit, mais c'était précisément ce que l'on pratiquait jadis avant l'A320 et ses commandes de bord, quand il devait y avoir dans la cabine 2 pilotes et un mécanicien. Mais oui, souvenez-vous, c'était la règle et l'on nous a expliqué que le mécanicien était en trop, qu'il coûtait trop cher. Alors bien sûr, à l'époque, un tel drame était imprévisible, mais aujourd'hui, on voit exactement ce que la présence du mécanicien nous aurait permis d'économiser, puisque le pilotage à 2 nous a coûté 147 morts. Et vous allez voir qu'à cet égard, nous nous apercevrons bientôt que le progrès, c'était hier. France Inter, service public, Guillaume Erner. Pourquoi les théories du complot séduisent-elles nos enfants ? Pour en parler, je suis en compagnie tout d'abord de Tristan Mendès France. Bonjour. Bonjour. Tristan Mendès France, vous êtes blogueur, vous êtes enseignant web, mais aussi journaliste. À côté de vous se trouve Mathieu Aron. Bonjour. Bonjour. Mathieu Aron, vous êtes journaliste dans la maison et vous animez Secret d'info à 19h15 le vendredi sur France Inter. Et puis enfin, Gérald Bronner. Bonjour. Bonjour. Gérald Bronner, vous êtes sociologue, professeur à l'université de Paris, Diderot Paris 7, et vous avez notamment publié La démocratie des crédules aux presses universitaires de France. Je le disais en introduction, les théories complotistes sont extrêmement présentes dans les esprits des plus jeunes, notamment par le biais de films que l'on trouve sur YouTube, des films qui sont regardés par 300 000, 400 000 personnes à chaque fois. Voici un extrait de l'un de ces films consacrés aux attentats du 7 janvier dernier à Charlie Hebdo. Alors que de nombreux Français réagissent à l'attentat commis contre Charlie Hebdo en dénonçant l'islamisme et en manifestant dans les rues, une autre hypothèse, beaucoup plus dangereuse, est envisageable. L'interprétation djihadiste est impossible. Dans ce reportage, France 24 a coupé la vidéo pour que l'on ne voit pas les assaillants exécuter un policier au sol. Un commando a fait irruption le 7 janvier 2015 à Paris, dans les locaux de Charlie Hebdo et a assassiné 12 personnes. Sur les vidéos, on entend les assaillants crier Allah Akbar, puis qu'ils ont vengé Mahomet. Un témoin, la dessinatrice Coco, a affirmé qu'ils se réclamaient d'Al-Qaïda. Il n'en a fallu pas plus pour que de nombreux Français dénoncent un attentat islamiste. Or, cette hypothèse est illogique. La mission de ce commando n'a pas de lien avec l'idéologie djihadiste. En effet, des membres ou des sympathisants des frères musulmans, d'Al-Qaïda ou de Daesh ne se seraient pas contentés de tuer des dessinateurs athées, ils auraient d'abord détruit les archives du journal sous leurs yeux, sur le modèle de ce qu'ils ont fait dans la totalité de leurs actions au Maghreb et au Levant. C'est une vidéo évidemment anonyme, on en trouve quelques-unes sur Internet, quelques-unes je veux dire qui aient fait tant de vues, car celle-ci a fait 400 000 vues, d'autres sont faites de manière beaucoup plus artisanale. La voix de cette vidéo était étrange, Tristan Mendès France, quel est cet accent ? C'est un accent, c'est en fait une voix de synthèse. C'est un outil qui permet de lire du texte, ce qui fait que la personne en fait qui est à l'origine de la vidéo n'assume visiblement pas ce qu'elle raconte, ou est tellement parano qu'elle a voulu cacher sa voix. Donc la voix qu'on entend est tout simplement une voix de synthèse qu'on peut choisir, homme, femme, avec accent canadien ou pas. Donc c'est simplement une façon de ne pas assumer son propos ou d'afficher sa parano totale. Gérald Bronner, il y a en fait une suite d'arguments qui consiste à dire que les djihadistes ne se comportent pas de cette manière-là, une série d'affirmations. On dit par exemple que des djihadistes n'auraient pas laissé de survivants. Comment
le sociologue que vous êtes qualifie ce type d'argumentation? D'abord, il faut savoir que cette argumentation est un copier-coller de la première argumentation qui a apparu à propos des mythes de la conspiration de Charlie Hebdo et qui venait d'un texte de Thierry Messant, qui était publié le jour même. Et précisément, il avançait cet argument du doute concernant le comportement de ces individus. Alors, ce type d'argument est tout à fait caractéristique de ce qu'on voit maintenant depuis un certain nombre d'années concernant les mythes du complot, que j'appelle des millefeuilles argumentatifs. C'est-à-dire qu'on peut voir le premier jour et dans les jours qui ont suivi des dizaines d'arguments. Et quand je dis des dizaines, je n'exagère pas, puisque j'ai commencé à faire un décompte de ces arguments. Et au 9 janvier, on est à 54 arguments différents. Donc cet argument-là, c'est une des portes d'entrée. Et c'est assez intéressant, parce qu'au moment où Thierry Messant écrit son texte, et donc qui est repris un peu par cette vidéo, sans le citer je crois, parce que cette vidéo je l'ai vue, eh bien au moment où il écrit son texte, il n'a pas beaucoup, si vous voulez, de cartouches. Alors qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut simplement utiliser la porte d'entrée désormais de toute théorie conspirationniste, qui est le qui prodest, c'est-à-dire à qui profite le crime. Et c'est comme ça qu'on rentre dans cette théorie, là, pour Charlie, comme pour la plupart des théories du complot. On dit dans le fond, et on n'a pas tort, de dire que ces attentats ne vont certainement pas profiter aux musulmans et aux musulmans de France. Alors voilà comment, c'est le premier marchepied de la théorie. Ces théories du complot, en un sens, elles constituent une pierre dans notre jardin à nous, Mathieu Aron, dans notre jardin des journalistes, tout simplement parce qu'on nous accuse de privilégier une seule thèse, d'être en faveur du système et finalement de distiller un message unique. Alors vous qui êtes journaliste d'investigation, puisque vous avez même en charge l'investigation à Radio France, est-il légitime dans notre profession de douter de tout, y compris par exemple du fait que les attentats de Charlie Hebdo aient été perpétrés par des islamistes? Bon, ça c'est une évidence. On connaît la vérité aujourd'hui. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ce qui est intéressant dans la vidéo qu'on a entendue, c'est l'un des premiers arguments qui est utilisé, c'est regarder cette vidéo qui a été diffusée par France 24, qui à un moment donné, ça a été coupé. Donc, on a censuré ce qu'on pourrait vous montrer. Donc, si on a censuré, ça veut dire qu'on ne vous dira pas la vérité. Et donc, on vous ment. Et ça, c'est effectivement un mécanisme très mécanique, très classique qu'on voit chez tous les complotistes. Ce qui est assez inquiétant, c'est que moi, pour avoir rencontré pas mal de jeunes, c'est que ça a fonctionné en partie. C'est-à-dire que ce type de vidéo qu'on écoute ici, dans l'émission Service Public, sur France Inter, qu'on dissèque entre gens qui ont une certaine façon et qui ont l'habitude de disséquer ce type de vidéo, il y a un certain nombre de jeunes qui regardent ça et qui doutent profondément et qui s'inquiètent. Et moi, j'ai rencontré des parents qui avaient dû discuter des soirées entières avec des jeunes pour leur expliquer que non, ce qu'ils avaient vu passer sur Internet, ce n'était pas la vérité, qu'il y avait une différence entre ce type de vidéos dont on ne sait pas trop comment elles sont produites et ce qu'on peut voir fabriquées par des journalistes professionnels qui ont une certaine façon de travailler et une éthique professionnelle. Mais ce type de discours est très compliqué à faire passer auprès de jeunes aujourd'hui, quoi. C'est ça le problème. On va écouter Blur d'Amon Albarn et tout de suite après, on va continuer à évoquer ces théories du complot et la place qu'elles occupent dans l'esprit des jeunes. Blur d'Amon Albarn, c'est un disque choisi par Olivier Bétard et Thierry Dupin. Service public sur France Inter, pourquoi les théories du complot séduisent-elles nos enfants? Ces théories du complot, elles prônent une autre histoire que l'histoire officielle et en quelque sorte, leur acte de naissance officiel a été le 11 septembre 2001. Le 11 septembre 2001 qui a donné naissance à un mouvement qui est aujourd'hui extrêmement présent sur la toile et peut-être également très présent dans de nombreux esprits. Ce mouvement, c'est le mouvement Reopen 911. Si on traduit Reopen 911, cela signifie qu'il faut réouvrir le dossier du 11 septembre. Et notre reporter Lénora Krief est allée à la rencontre d'un des membres fondateurs de cette association. Ni journalistes ni enquêteurs, ils sont environ une centaine de citoyens militants pour la réouverture d'une enquête sur les attentats du 11 septembre. Sous couvert de guerre au terrorisme, ces événements ont servi, selon eux, de prétexte à une dérive ultra-sécuritaire et antidémocratique. Reopen 911, c'est une association d'information sur les attentats du 11 septembre. Les informations qu'on met à disposition sont des informations qui viennent de grands médias, qui viennent des rapports officiels, qui viennent de témoignages directs. On n'invente rien, on présente des faits et il se trouve que les faits qu'on présente, qu'on les prend dans leur globalité, mettent à mal la thèse
présentées par l'administration américaine, les explications données par l'administration Bush. Sur quels arguments vous basez-vous pour contester cette version officielle des attentats du 11 septembre ? Dans les semaines qui ont suivi les attentats du 11 septembre, on nous a dit que des preuves seraient apportées et on est 14 ans après, on ne les a toujours pas vues. Que ce soit la défense aérienne, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas pu intercepter des avions, que ce soit ce qu'on appelle des délits d'initiés. Donc là, le journaliste Éric Laurent a également enquêté sur des personnes qui auraient gagné énormément d'argent en sachant à l'avance que les attentats allaient se produire. On a le vol qui s'est écrasé, soi-disant, à Shanksville, en Pennsylvanie, mais des témoins sur place ont fait part de leurs doutes. Et il y a un des aspects un peu polémiques du débat qui porte sur la chute de la 3e tour du World Trade Center. La chute de ce bâtiment a paru suspecte à de nombreux architectes, ingénieurs et de nombreux scientifiques. Ils considèrent que cette chute a été causée par une forme de démolition contrôlée. Par rapport à ce dernier point qui fait polémique, que vous preniez des distances avec la réalité officielle, c'est une chose, mais aller jusqu'à supposer l'effondrement de la 3e tour, donc celle qui n'a pas été touchée par l'avion, qu'elle ait été programmée et provoquée, c'est quand même un scénario de science-fiction. Et c'est surtout fascinant pour un bon nombre, mais absolument pas recevable. Si c'est pas recevable pour certains, il suffit de ne pas aller sur ce sujet-là, c'est ce que font certains, mais il y a énormément d'autres aspects du débat qui méritent d'être étudiés. En effet, ça peut paraître un peu farfelu à la base, mais pourtant les scientifiques, les architectes, des ingénieurs structures qui ont étudié le sujet considèrent que la seule explication plausible à cet effondrement serait une forme de démolition contrôlée. Si l'on suit votre raisonnement, les attentats auraient été pilotés par la Maison-Blanche, mais alors pour quelles raisons les États-Unis auraient orchestré cette autodestruction ? Dans l'hypothèse où des membres de l'administration américaine auraient participé à l'organisation de ces attentats, on n'est pas dans leur tête pour savoir pourquoi ils l'ont fait, et à ce moment-là, il faudra simplement leur demander si c'est avéré. Vous avez bien un avis sur la question ? On ne peut pas aller aussi rapidement à des accusations alors qu'on ne sait pas encore ce qu'il en est. Donc pour l'instant, la première question, c'est de savoir si la version officielle correspond ou non à la réalité. J'ai pas envie de partir dans des trucs, guerre en Irak, guerre en Afghanistan, parce que c'est que des hypothèses et on essaye. En fait, l'association Reopen essaye de se focaliser sur les faits plutôt que sur des hypothèses. Le droit au doute, c'est ce que vous invoquez lorsqu'on vous accuse d'être conspirationniste. Est-ce que vous n'avez pas plutôt l'impression de semer le trouble dans les esprits plutôt que de les éclairer ? Nous, on n'essaye pas de semer du trouble, on essaye de faire preuve d'esprit critique et d'inviter les citoyens à être autant critiques vis-à-vis de ce qu'on peut mettre en ligne sur notre site. Et donc, encore une fois, ce n'est pas ce que nous disons, mais ce que disent des milliers d'experts, mais également de faire preuve d'esprit critique vis-à-vis des explications données par l'administration américaine. Quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage, et quand on veut faire taire quelqu'un qui se pose des questions sur le 11 septembre, on le qualifie de complotiste ou de conspirationniste. On se souvient que le terme avait été utilisé contre le journaliste Denis Robert quand il a enquêté sur l'affaire Clearstream et sur d'autres personnes qui finalement se sont avérées avoir eu raison un peu avant tout le monde. Le reportage de Lénora Krief, et effectivement, on se dit, Gérald Bronner, vous qui êtes sociologue, que l'esprit critique est une bonne chose et qu'il n'y a jamais finalement d'excès d'esprit critique. Bien sûr, je suis pour l'esprit critique. Les excès de l'esprit critique, si, il peut y en avoir, parce que le droit au doute, c'est une chose, mais tout droit doit s'accompagner de devoirs. C'est-à-dire qu'on doit être ouvert à la critique. Je prends simplement un des éléments du monsieur qui vient de parler. Il a évoqué des arguments. Prenons-en un, celui de la variation des cours de bourse, des gens qui se seraient enrichis, etc. Bien, je regrette, il existe un article écrit par Nicolas Gauvry, qui est un statisticien, un mathématicien et un psychologue, et qui démontre que cet argument est nul et non avenu. Seulement, voilà la différence entre, si vous voulez, par exemple, ce qui peut se passer en science, où on peut se tromper, mais où précisément on a l'esprit critique, on entend les réfutations possibles. Là, c'est pas du tout le cas. Et le deuxième point, quand même, sur lequel j'insiste, c'est très important, parce que le discours qu'on vient d'entendre a l'air très pondéré, très mesuré, mais en réalité, les conspirationnistes et ceux du 11 septembre se livrent à un véritable harcèlement
vis-à-vis de ceux qui ne sont pas d'accord avec eux. C'est-à-dire qu'ils prétendent qu'on ne les laisse pas parler, etc., qu'on enfreindrait leur droit au doute. Mais en réalité, quand vous n'êtes pas d'accord avec eux, comme c'est mon cas en l'occurrence, vous pouvez recevoir, parce que c'est ce qu'ils ont fait, des mails à l'ensemble des membres de mon laboratoire, aux membres du laboratoire auquel j'appartenais avant, etc. J'appelle ça du harcèlement, si vous voulez, et ça, c'est pas tellement l'expression de quelqu'un qui revendique seulement son droit au doute. Il reste dans le 11 septembre des zones d'ombre, il reste des choses, parce que dans la littérature du Reopen 911, dans cette littérature qui consiste à douter donc, de ce qui s'est produit durant le 11 septembre, il y a une myriade d'arguments, de points d'interrogation. Par exemple, cette fameuse tour qui se serait effondrée sans être touchée par les avions. Que peut-on répondre à cela? Tristan Mendès-France, avez-vous une réponse à apporter? Ce qui est fascinant, c'est qu'ils ne vous diront quasiment jamais rien. Ce qu'ils font, ils sont quasiment jamais attaquables. Ils vont vous dire... pour cette fameuse tour qui s'est écroulée, si vous leur dites, alors si c'est effectivement une démolition contrôlée, c'est donc que les Américains seront impliqués, etc. Ils vont dire non, on va pas jusque-là. Tout ce qu'on vous dit, c'est que il nous semble, Reopen et les conspirationnistes vont dire, il nous semble que la version officielle est tangente sur tel ou tel point. Mais ils n'iront jamais plus loin. Mais ces tours, par exemple, pourquoi cette tour s'est écroulée? Oui, elle s'est écroulée naturellement. Moi, je suis allé enquêter sur place, enquêter gentiment. J'ai posé des questions, en tout cas sur place, et on m'a expliqué, notamment pour la tour numéro 7, simplement qu'il y avait un socle commun entre les deux principales tours, et quand les deux principales tours se sont écroulées, eh bien la troisième a subi un contre-coup, et avec les flammes, c'est également elle-même écroulée. Mathieu Aron. Oui, ce qui est très compliqué quand on a affaire à ces complotistes, c'est que par rapport ou face à un discours de celui des experts ou des journalistes qui est rationnel, on a une forme en face d'irrationalité. Et comment on peut répondre à l'irrationalité? Il y a une forme de faiblesse de l'argument de celui qui essaye à ce moment-là de convaincre. C'est un peu comme, parce que je les ai beaucoup suivis dans les affaires judiciaires, quand on vous dit « prouvez que vous êtes innocent ». Vous ne pouvez dire qu'une seule chose, je ne l'ai pas fait, et ce n'est pas une preuve. Et avec ce système-là, je dirais que c'est perdu d'avance. Et je voudrais revenir sur autre chose que vous avez dit tout à l'heure. Vous avez dit, finalement, c'est le 11 septembre que sont nées ces théories du complot. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Les théories du complot, elles sont vieilles comme le monde, comme la rumeur qui est vieille comme le monde. Ce qui est nouveau à partir à peu près du 11 septembre, c'est le moyen de diffusion de ces théories du complot. Ce qu'il y a de révolutionnaire aujourd'hui, c'est qu'il existe un moyen de communication qui s'appelle Internet, qui fait que tout à chacun, une association de citoyens, comme on l'a entendu là, peut diffuser des propos écrits ou des vidéos ou du son, et peut avoir un accès ainsi à la majorité, à un très grand nombre de personnes. Et effectivement, jusqu'aux années 2000, ça n'existait pas. Le droit de publication, il était étroitement contrôlé. Aujourd'hui, ce droit de publication, il est devenu universel. Et comment peuvent se distinguer ces complotistes par rapport aux médias traditionnels ou aux experts? Eh bien, tout simplement en expliquant à chaque fois que tout ce qu'il vous est dit est faux. Et c'est une façon pour eux d'avoir un accès à ce type de communication. Et ça, c'est très, très, très nouveau. Et c'est véritablement la révolution dans laquelle on est aujourd'hui. Nous avons un auditeur au standard, Pierre. Bonjour Pierre. Oui, allô, bonjour. Nous vous écoutons, vous Pierre. M'entendez? Très bien. Merci de me prendre en ligne. Je suis tout à fait surpris d'avoir été appelé par la technique. Bon, je ne vais pas m'étaler. Je me sens déjà coupable d'être un adepte entre guillemets de la théorie du complot. Et je me sens tellement coupable que j'ai un adolescent à la maison et je ne vais certainement pas lui donner cette graine du doute. Parce que ce serait lui mettre une bombe à retardement dans l'esprit et lui mettre en péril en fait la suite de sa vie dans la société. Mais ce que vous dites qu'en fait les adeptes de la théorie du complot sont irrationnels, ne détiennent pas la vérité. Et la vraie question, c'est est-ce que nos pouvoirs publics, est-ce que vous, les journalistes, est-ce que les médias, est-ce que les institutions en général, enfin ce qui représente un peu la société et sa solidité, ne sont pas justement les responsables de ça? Je suis d'accord qu'Internet est apparu et que le mode de diffusion est différent et beaucoup plus généralisé, mais c'est pas nouveau. Je suis d'accord avec l'intervenant. Mais les responsables, ce sont bien nos dirigeants qui se comportent comme des gougnafiers vis-à-vis du peuple. On impose en prétendant que c'est de la démocratie, on raconte des histoires
et ensuite, on les établit comme vérité. Et quelques années plus tard, on se rend compte qu'en fait, il y avait un bon masquage de la vérité, qu'on a omis certaines choses de façon à les arranger. Bon, je dis pas que tout est... Je doute quand même de la bienveillance. Il ne faut pas oublier non plus qu'on est dans un monde d'argent, qui est piloté par l'argent. Et je termine avec la dernière des informations là, qui a touché beaucoup de gens. Cette histoire d'avion, le pilote qui aurait lancé contre la montagne, décidé de tuer 150 personnes, y compris lui-même, ça arrange bien quand même le lobby de l'aviation, les Airbus, les Boeing. Les gens du BEA sont payés par qui? Enfin bref, on a quand même des doutes. C'est une conclusion qui est bien arrangeante. Vous restez en ligne, Pierre. Dans la première partie de votre intervention, il y avait effectivement des questions que j'avais déjà posées au début de cette émission. On a vu qu'il y a eu des mensonges. Les mensonges existent, les complots existent. On se souvient évidemment de ce qui a suivi le 11 septembre, autrement dit des guerres qui ont été menées, la guerre en Irak, qui a été menée en inventant avec des agences de communication des armes de destruction massive que Saddam Hussein n'avait pas en sa possession. Gérald Bronner, est-ce que ça n'est pas normal, du coup, d'être profondément dubitatif par rapport à cette information dite officielle ? Mais ça me paraît tout à fait normal et c'est d'ailleurs une revendication tout à fait légitime de nos concitoyens. C'est pas ça qui me pose problème. Que nous n'acceptions pas a priori toute forme de version officielle ne constitue pas une difficulté. Simplement, comme le disait tout à l'heure Mathieu Aron, il y a un moment donné, il y a un débat public sur une question. Les complots, ça a toujours existé dans l'histoire, il y en aura probablement d'autres. Je fais simplement remarquer le fait que ça devient de plus en plus difficile, compte tenu de la transparence et du marché de l'information dans lequel nous vivons, de cacher durablement un complot qui impliquerait plus de 2 ou 3 personnes. Et d'ailleurs, on en a des exemples quasiment toutes les semaines. C'est pas que les politiques sont devenus plus vertueux ou refuseraient de nous mentir, c'est que quand ils tentent de le faire, et Dieu sait qu'ils tentent de le faire assez souvent, ils sont pris systématiquement la main dans le sac. Je veux dire, c'est Nicolas Sarkozy qui prétendait être sur le mur de Merlin au moment de sa destruction, etc. Il y a plein d'exemples, tous. C'est le premier qui me vient à l'esprit, mais il y a toutes sortes d'exemples. Bon, seulement voilà, c'est ce paradoxe, c'est que comme il y a de plus en plus de révélations possibles, la visibilité des tentatives de mensonges nous fait croire qu'elles sont représentatives. C'est une confusion permanente entre la visibilité des faits et la représentativité des faits que nous propose Internet, en fait. Le poids de l'argent, Mathieu Aron, vous avez par exemple récemment consacré une très bonne émission dans Secret d'Info, votre émission le vendredi soir à 19h15 sur Areva. Areva, c'est une énorme puissance financière. On se rend compte aujourd'hui que cette entreprise est au bord de la faillite, que sa dirigeante Anne Lauvergeon a eu des décisions d'investissement qui sont pour le moins considérées. On ne sait pas s'il y a eu enrichissement personnel, mais ce qui est certain, c'est qu'on a acheté 3,5 milliards d'euros des mines qui valaient 30 millions d'euros. Quand vous enquêtez là-dessus, est-ce que vous n'avez pas justement à faire face à, sinon un complot, du moins tout simplement de fortes puissances qui vont se coaliser pour vous empêcher de bosser, vous journalistes ? Nous empêcher, le terme est un brin excessif. Nous déranger et faire en sorte qu'on n'arrive pas à trouver la vérité, oui, bien évidemment. On a affaire dans toutes ces affaires à effectivement aujourd'hui des agences de communication qui sont absolument partout, qui essayent de nous présenter une forme de vérité ou qui essayent de nous présenter les faits d'une certaine façon. C'est sûr. Dans ce que dit l'auditeur qui a appelé, dans ce que dit Pierre... Peut-être qu'il est encore en ligne, Pierre. Continuez, Mathieu. On va reprendre Pierre. On va voir si on va le retrouver. Mais il y a quelque chose d'intéressant, moi, je trouve. Il nous dit, bon, ok, j'entends votre discours, mais en même temps, moi, qu'est-ce que je fais par rapport à ces autorités ? Alors, il parle beaucoup des politiques. Ces politiques qui n'arrêtent pas de mentir. Et qu'est-ce que vous voulez que je croie ? Pourquoi voulez-vous que je continue à croire des gens qui n'arrêtent pas de mentir ? Et je pense que ce monsieur... il pose une vraie question. Je pense que par rapport au monde dans lequel on est aujourd'hui, par rapport à la diffusion de toutes ces rumeurs, de toutes ces théories du complot, et en ayant conscience que de plus en plus de gens ont beaucoup de mal à faire la différence entre le réel
et le virtuel, entre ce qui est vrai et ce qui est faux, je crois qu'il y a une forme d'obligation démocratique aujourd'hui, qu'il faut exiger des politiques pour que leur discours effectivement évolue, que ce soit des gens qui disent de plus en plus la vérité, mais c'est une obligation démocratique qui doit aussi peser sur les médias. Je pense qu'il y a une responsabilité de plus en plus importante qui pèse sur les épaules des journalistes pour qu'on soit extraordinairement exigeant vis-à-vis des faits. On ne peut plus continuer comme on a fait pendant des années en jouant parfois, alors on n'a pas travesti volontairement la réalité, mais on ne prenait peut-être pas le temps de vérifier assez les faits, parce que autrement on va engendrer ce type de société qui est aujourd'hui la société du doute et la société du soupçon. Pierre, qu'est-ce que vous en pensez si vous êtes encore en ligne? Oui, je suis là, vous m'entendez? Très bien. Oui, je suis d'accord, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. On est en train d'entretenir ce doute, la graine est en train de grandir, c'est catastrophique pour la société. Maintenant, quand vous dites, Pierre, tout à l'heure, vous avez dit que la compagnie Airbus se trouvait extrêmement rassurée par le fait que le pilote ou le copilote se soit suicidé. Bon, j'imagine effectivement que c'est un soulagement pour cette compagnie qu'il n'y ait pas donc de dysfonctionnement de l'avion. Peut-être est-ce aussi la vérité. Ça n'est pas parce que ça arrange Airbus que c'est faux. Maintenant, moi, en tant que dubitatif, je dirais que je le croirais si je vois la boîte noire, j'entends l'enregistrement. Ce sera le seul moyen pour moi de me dire bon, ok, c'était bien ça, c'est une catastrophe, c'est un drame. Mais j'avoue que j'ai tendance à ne pas avoir. Mais vous êtes obligé de faire confiance à un certain nombre de choses. Par exemple, je n'ai pas vérifié la relativité générale, mais je suis obligé de faire confiance en ce monsieur Einstein qui... Ah on parle d'Einstein, voilà encore un sujet lourd. On va pas s'étaler. Pourquoi dites-vous cela? On va parler d'autre chose plutôt, parce que je voudrais pas glisser dans un autre tort qui est donné aux gens qui sont plutôt conspirationnistes. Léonard de Vinci, qui est prétendument l'inventeur génial de tout ce qu'il a pu pondre et écrire, on lui impute énormément de choses dans tous les domaines. J'en doute aussi. Merci Pierre, on a bien compris que vous étiez dans une position de doute radicale. Tristan Mandres-France. Ce qui est assez intéressant, c'est que la personne qui vient d'intervenir dit je ne croirais, disons, à la version officielle que si je vois moi-même la boîte noire. Il ne la verra jamais. 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 Il n'y a aucun univers parallèle dans lequel il y a un scénario qui fera que cet individu verra la boîte noire. Donc pour lui, ça veut dire que mécaniquement, il ne croira jamais à ce que lui considère comme étant la version officielle. Thierry est au standard. Bonjour Thierry. Excusez-moi, merci de prendre mon appel. Non, moi je voulais juste faire remarquer que en même temps, moi je suis pas du tout complotiste, mais la version officielle par rapport à l'histoire, tout ce qui s'est passé, la collaboration, l'Algérie, tout ça, il y a toujours des secrets d'État, des choses pas consultables 50 ans après. Donc on peut aussi penser que la version officielle, c'est pas non plus forcément toute la vérité, quoi. Effectivement, Mathieu Aron, on le voit bien, on voit là aussi que pour les journalistes d'investigation, les affaires scabreuses impliquant l'État, l'affaire Boulin, peut-être d'autres meurtres, cela permet de se demander effectivement si les choses qu'on nous présente se sont déroulées comme on nous l'a bien dit. Oui, ce que dit ce monsieur est tout à fait exact. On sait qu'il y a des archives, qui restent et qui demeurent secrètes. Alors, selon le type d'archives, 20, 30, 50, 70 ans, et puis on découvre, au bout de cette période, des secrets d'État qui ont été cachés pendant un temps. Et même au-delà de ça, il y a ce qu'on appelle l'historiographie, c'est-à-dire qu'on a une façon de percevoir l'histoire qui, à travers les temps, peut tout à fait évoluer. Ce qu'il faut, c'est que d'un côté, les gens qui sont les intermédiaires, c'est-à-dire l'homme qui va présenter la boîte noire dans l'avion, l'enquêteur du BEA, le journaliste, le ministre qui va en parler, il faut qu'il s'oblige à un moment donné à rester près des faits et que de l'autre côté, les gens qui reçoivent cette information aient certes une culture du doute qui est en soi quelque chose de positif, mais je dirais, et c'est extrêmement compliqué à expliquer, une culture raisonnable.
du doute. On ne peut pas douter de tout, c'est toute la question qui est posée. On ne peut pas douter de tout, mais par exemple, on a découvert à la faveur des commissions d'enquête du 11 septembre, Gérald Bronner, qu'il y avait des liens entre la famille Ben Laden et la famille du président George Bush, qu'il y avait des liens entre la CIA et certains éléments extrémistes. Donc ce doute qui aboutit à des théories qui peuvent être délirantes, peut également aboutir à des théories qui sont extrêmement saines et permettent finalement d'éclairer d'un nouveau jour l'histoire des États-Unis. Mais ce doute, à de rares exceptions près, pour moi, il n'est jamais délirant. En réalité, il est toujours argumenté. C'est précisément ce que cherche à faire l'esprit qui doute et qui peut, dans l'absolu, même devenir conspirationniste, c'est de trouver, si vous voulez, une arborescence qui va lui permettre de mettre en scène des éléments qui sont effectivement vrais, mais dont la conclusion est fausse. C'est ça, en fait, le conspirationniste. Il y a des tas d'éléments qui peuvent être tout à fait vrais. Le fait que la CIA ait pu instrumentaliser tel ou tel groupe radical, évidemment, personne ne conteste cela. Mais la conclusion à laquelle on aboutit est fausse. Et ce qui est tout à fait frappant avec Internet, c'est que, ce que a dit Mathieu Aron tout à l'heure, c'est que ça amplifie cette arborescence narrative. C'est-à-dire qu'on l'a bien vu avec les attentats de Charlie Hebdo, on va fouiller à l'infini la moindre image, la moindre coupure dans le montage, la couleur du rétroviseur, le temps qu'a mis le président pour venir sur les lieux, etc. Et quand vous cherchez, c'est une auberge espagnole, on y trouve ce qu'on y amène en réalité. Ces gens qui paraissent être neutres, poser des regards soi-disant totalement basés sur la suspension du jugement, en réalité, ils savent déjà ce qu'ils veulent trouver. Et pour revenir au sujet de votre émission, c'est peut-être un des aspects qui fait que les jeunes s'impliquent particulièrement là-dedans, parce qu'il ne faut pas l'oublier, il y a une dimension, on n'en a pas parlé, très ludique là-dedans. Quand vous regardez Twitter, etc., j'ai beaucoup fouillé pour Charlie Hebdo, vous apercevez que c'est un jeu. On avait déjà vu ça avec le crash, vous savez, de l'avion de la Malaysian Airlines. C'est un jeu à dimension mondiale. Chacun essaye de trouver l'avion, de trouver un indice. Évidemment, c'est de l'intelligence en dessin. Quand on est des centaines, des milliers, voire des dizaines de milliers à chercher, on trouve des choses qui sont étonnantes, mais qui ne veulent pas forcément dire grand-chose. Nous avons Anne qui nous appelle du Morbihan, un complot breton. Bonjour Anne. Bonjour. Voilà, je trouve très très intéressant toutes les interventions, y compris des auditeurs. Je voudrais juste apporter un petit témoignage personnel. Je fréquente beaucoup de jeunes. Quand je dis jeunes, comme je suis une vieille dame, ça va jusqu'à 35 ans. De jeunes qui sont très attirés par les théories complotistes, conspirationnistes. Et en discutant avec eux sur le plan de la rationalité, je me suis aperçue, contrairement à ce que disait un de vos intervenants, que c'est précisément de leur part un retour vers le rationnel. Je m'explique. Le monde tel qu'il est, dans les grandes affaires, je ne parle pas de petits faits divers, dans les grandes affaires monstrueuses d'attentats, de guerres livrées dans le tiers-monde, de guerres livrées au Moyen-Orient, leur horreur et leur scandale, parce qu'ils ont un très aigu sens de la justice et de la morale, leur horreur est telle que pour eux, le conspirationnisme est une sorte de refuge. On ne peut pas expliquer que les humains soient capables de faire de telles saloperies. Donc, c'est qu'il y a quelque chose d'autre derrière. Alors, ça peut aller très très loin, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Je voudrais juste rappeler la phrase de Chomsky que je cite de mémoire, voir le complot partout est aussi absurde que de le voir nulle part. Voilà. Merci Anne pour ce rappel. C'est effectivement une manière de voir les choses. C'est aussi une manière finalement, le 11 septembre et des complots relatifs au 11 septembre, une manière de considérer que les États-Unis sont si puissants que s'il leur arrivait quelque chose de la taille de ce qui leur est arrivé lors du 11 septembre, c'est qu'ils en seraient les instigateurs, Gérald Bronner. Oui, c'est un des éléments rationnels dont on parle en fait, subjectivement rationnel, c'est pas objectivement rationnel, mais en effet, et cette dame a raison. Subjectivement rationnel, cela signifie que finalement la logique pour les individus qui pensent ça est compréhensible. Ces individus ne sont pas fous et ils cherchent une forme de cohérence dans le monde. S'il y a bien une chose qu'apporte la théorie du complot, en effet, dans un monde qui paraît vide de sens politique, par exemple, et vide de sens moral, c'est d'offrir un dévoilement secret du sens du monde qui permet d'avoir une lecture extrêmement manichéenne du sens du monde. C'est peut-être aussi une des entrées qui explique que ça séduit particulièrement un jeune qui est en construction identitaire, qui cherche une lecture relativement transparente du monde. Eh bien, les mythes du complot lui font cette proposition. Mathieu Aron. Moi, en réfléchissant sur le pourquoi ces jeunes sont à ce point attirés par ces théories du complot, j'ai repéré trois choses qui recoupent ce qu'on vient de dire. La première, c'est effectivement un côté, comme le disait et le soulignait, je trouve, à juste titre, cette auditrice, c'est un côté rassurant.
C'est-à-dire que la fausse vérité qui va apparaître à travers les théories du complot est quelque part rassurante par rapport à ce qu'est la réalité. La réalité est tellement horrible qu'on préfère s'en inventer une autre parce que c'est plus rassurant. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, Gérald Bronner le soulignait tout à l'heure, c'est l'aspect ludique des choses via Internet. C'est-à-dire qu'on s'amuse quelque part à trouver des éléments comme dans un gigantesque Cluedo. Et quelque part, il y a un côté très, très... On joue avec ça. Et le troisième élément, je pense, c'est une forme de sentiment de toute puissance. C'est-à-dire que moi, jeune qui conteste les autorités, je vais pouvoir agir sur les autorités. Et mêler à ces trois éléments mêlés, toute puissance, côté ludique et en même temps côté rassurant, ça explique beaucoup de choses, je crois. On écoute The Temptations Cloud 9 et tout de suite après, on parle de Reopen 911, de réouvrir le dossier du 11 septembre et autres théories complotistes. Service public sur France Inter, il est question de ces théories du complot qui séduisent tant nos enfants, mais qui séduisent également Jeanne-Marie, qui nous envoie sur Internet le message suivant. Jeanne-Marie nous dit qu'elle a beaucoup de difficultés à croire que Dominique Strauss-Kahn n'a pas été victime d'un complot. Et là, Mathieu Aron, on le voit, il y a eu des complots dans la vie politique. Je me souviens d'un complot que les moins de 20 ans n'ont pas pu connaître, qui visait Michel Droit, un complot qui avait été monté par la gauche pour le discréditer avec une histoire complètement scabreuse de safari qui était en réalité une histoire complètement factice. Alors pourquoi ne pas penser que Dominique Strauss-Kahn n'a pas tout simplement été victime d'un complot, sinon pour la scène inaugurale dans l'hôtel Novotel, ou en tout cas ensuite pour l'affaire du Carlton qui semble aujourd'hui se dégonfler. Alors, il y a une différence à faire entre ce que Dominique Strauss-Kahn a fait, il est le seul à le savoir précisément, entre ce qui a pu lui être reproché, et ça, il y a eu des procédures judiciaires, et la manière dont éventuellement ça a pu être instrumentalisé par des partis politiques. Il y a des faits, on le sait aujourd'hui, et Dominique Strauss-Kahn est le premier à le reconnaître, il a une sexualité hors norme. Cette sexualité hors norme a failli déborder sur le terrain politique, et il a payé cette sexualité. Ça, c'est un fait, c'est incontestable. Après que tel ou tel aspect ait été instrumentalisé à tel ou tel moment, c'est le jeu politique, mais ça ne signifie pas pour autant que toute l'affaire Strauss-Kahn soit un complot. Et c'est là où il faut faire la part des choses petit à petit, demeurer raisonnable, étudier point par point ce qui est arrivé et ne pas avoir une vision globalisante qui forcément est fausse. Gérald Bronner, aujourd'hui en tout cas, ces théories sont extrêmement populaires parmi les jeunes. Avez-vous quelques chiffres pour nous permettre de mesurer en quelque sorte leur présence dans les jeunes cervelles? Oui, alors il y a un certain nombre d'enquêtes qui ont été faites. La dernière en date à ma connaissance, c'est celle d'OpinionWay faite en février 2015. Alors, bizarrement, cette enquête ne montre pas une percée tout à fait significative chez les jeunes des croyances conspirationnistes, mais il faut être, à mon avis, très prudent là-dessus. On voit que les jeunes croient un peu plus que les autres catégories d'âge. Il faut être prudent parce que je pense qu'on ne déclare pas facilement une croyance conspirationniste. Vous savez, c'est comme le Front National a longtemps été sous-évalué dans les sondages parce que même sous le sceau de l'anonymat, les gens avaient un peu répugné à dire qu'ils votaient Front National. Donc, ce qui est intéressant quand même dans ce sondage et qui me semble plus significatif, c'est la disponibilité en général, la sensibilité des jeunes aux sources d'informations non conventionnelles. Là, il y a vraiment des différences spectaculaires. Par exemple, 40%, et quand on parle des jeunes dans ce sondage, c'est 18 à 24 ans, 40% jugent crédibles les informations qu'ils lisent sur les forums, alors que c'est 20% pour les autres classes d'âge. 47% jugent crédible l'information par le bouche à oreille, 15% pour les plus de 65 ans, et 35% considèrent que l'information qu'ils lisent sur les réseaux sociaux est pertinente, crédible, et c'est seulement 14% pour les plus de 65 ans. Donc là, il y a vraiment un gap, si vous voulez, un creux entre les âges qui est manifeste. Je pense que c'est une des sources pour expliquer ce dont on parle. Alors, Olivier est au standard. Bonjour Olivier. Oui, bonjour. Nous vous écoutons, Olivier. Pardon, merci beaucoup. Je voulais juste réagir sur le fait que, oui, on peut tous se poser des interrogations sur des grands événements comme sur le 11 septembre. Moi-même, avec mes amis, on en a beaucoup parlé, beaucoup réfléchi, on s'est beaucoup
informer à gauche, à droite, pour avoir vraiment plusieurs sons de cloche. Et aujourd'hui, on en vient à ne plus aborder ce genre de sujet ou à ne plus donner notre avis, tellement on est pris pour des conspirationnistes, pour des gens qui grattent, qui cherchent et qui veulent absolument trouver une vérité qui est cachée aujourd'hui encore. Enfin voilà, c'est juste pour vous dire ça, quoi. On en vient à plus en parler. Je comprends très bien ce que vous dites, Olivier, puisque moi je pense que le doute est bon, et lorsque je pose des questions, par exemple sur la tour numéro 7, il m'arrive d'avoir l'impression d'être regardé bizarrement. Je pense que voilà, il faut poser toutes ces questions, y compris d'ailleurs sur l'affaire Strauss-Kahn et sur les autres aventures qui peuvent jalonner l'actualité. Tristan Mendres-France. Alors, oui, poser les questions, c'est évidemment légitime. Il y a simplement une démarche qui est dangereuse et qui, elle, m'inquiète, et qui est la suivante, qui est simplement de dire il y a une narration qu'on considère comme étant la version officielle, 11 septembre, ou ce que vous voulez. Et on a une lecture, certains conspirationnistes, ou une lecture ultra-scientifique de l'événement, comme une grande formule scientifique. Si une virgule, si une seule virgule, si un détail semble problématique, donc tout est faux, comme une formule mathématique. Sauf que la vie humaine, l'histoire, n'est pas une formule mathématique. Et je crois qu'il pêche souvent là-dessus. On se dit, voilà, encore une fois, l'auditeur à l'instant, doute, se pose des questions sur 1 ou 2 points. Voilà. Et du fait qu'il y ait un moindre doute sur un moindre détail, donc la narration entière est fausse. Et ça, je crois que c'est un biais de réflexion, une erreur de réflexion qui peut avoir des conséquences d'ailleurs assez graves, parce que à la fin des fins, on parle de conspirationnisme et la personne à l'antenne disait qu'elle était un peu ostracisée en tant que conspirationniste. Bien oui, parce que le conspirationnisme est quelque chose de politique. Il y a des conséquences politiques graves à ces questionnements. C'est pas juste des questions en l'air, c'est des questions qui ont des conséquences. Si le 11 septembre, c'est pas Al-Qaïda, donc Al-Qaïda est une victime. Si Al-Qaïda est une victime, donc son idéologie peut-être pas la plus mauvaise, c'est celle qui est en face qui est la mauvaise, les Américains. On inverse des valeurs qui ont des conséquences politiques et graves. Ça se traduit d'ailleurs dans les urnes avec le Front National ou certains partis extrémistes. Mathieu Aron. Oui, moi je suis très frappé par les auditeurs qu'on entend et qui seront des gens qui appellent en disant j'ai pas l'impression d'être conspirationniste et pourtant je me pose bien des questions et pourtant j'ai beaucoup de doutes et puis j'ai peur d'être traité comme un adepte des théories du complot. Gérald Bronner citait les chiffres tout à l'heure, ils sont impressionnants. Il y a un autre chiffre, une enquête du Cevipof a montré que 1/3 des Français, une enquête qui date d'il y a 2 ans, montre qu'un tiers des Français pensent que le gouvernement et nos gouvernants sont dominés par une société secrète. Donc on a véritablement une véritable inquiétude dans la population et il faut y répondre. Alors il faut y répondre comment? Très rapidement. Je pense que journalistiquement, la réponse, elle est insuffisante aujourd'hui. Il faut qu'on soit beaucoup plus dans la collaboration avec nos lecteurs, nos auditeurs, dans le participatif. Il faut probablement qu'on explique beaucoup plus comment nous travaillons, comment nous enquêtons, pourquoi nous racontons telle ou telle chose. Je pense que ça, il y a un vrai travail à faire. Je pense aussi qu'au sein de l'éducation nationale, dans les écoles, dans les collèges et probablement à l'âge du collège, il y a un vrai travail à faire qui n'est pas fait aujourd'hui, qui est insuffisant. Je pense qu'il y a une prise de conscience nécessaire à avoir. Et là, si on pouvait lancer un message à Fleur Pellerin, je pense qu'il y a une vraie étude à faire là-dessus et que des gens comme des sociologues, comme Gérald Bronner, y travaillent et y participent. Je pense qu'il y a vraiment, vraiment un enjeu considérable. En tout cas, la tonalité des messages que nous recevons et des personnes qui appellent au standard sont extrêmement sceptiques sur ce qu'ils appellent des vérités officielles. Yann, par exemple, sur Twitter, nous dit « Les médias ultra-libéraux diffusent les mensonges officiels. Les journalistes, s'ils veulent travailler, en sont complices. » Moi, je ne me sens pas complice de quoi que ce soit. En revanche, on sait bien, Mathieu Aron, qu'il y a certaines expressions, certaines formes d'expression qui n'ont pas de droit de citer. Peut-être est-ce là aussi quelque chose sur lequel nous, journalistes, nous devrions réfléchir. Ah mais je pense qu'on ne peut pas rester dans l'état où on est aujourd'hui, c'est pas possible. On peut pas faire comme si ça n'existait pas. On peut pas faire comme si effectivement nous détenions une vérité et tous les gens en face qui nous posent tant de questions et qui s'inquiètent, bon finalement c'est pas des gens sérieux, etc. Il faut qu'on réfléchisse à une manière d'expliquer les choses.
Gérald Bronner. Je suis d'accord avec tout ce que Mathieu Aron vient de dire et j'ajouterai comme type de solution, je prendrai tout simplement à titre d'expérimentation ce qui s'est passé lors de cette émission. Et tous les gens qui ont manifesté leur intérêt à parler avaient une sensibilité conspirationniste, plus ou moins sympathique d'ailleurs, il faut bien le dire, mais avouaient, disons, être sous le régime du doute. Or, c'est un fait tout à fait significatif. On est sous le régime du doute, on n'est pas conspirationniste, non, tout Gérald à fait, Bronner. mais c'est pour atténuer, disons, le terme de conspirationniste que je disais cela. Mais ils ont avoué eux-mêmes une sensibilité pour ce type d'interprétation du réel. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est un fait sociologique très connu que précisément ceux qui sont porteurs de croyances, ceux qui sont porteurs de radicalité sont beaucoup plus motivés que les autres à envahir l'espace public et en particulier d'Internet. Donc une des réponses possibles, c'est d'inventer une nouvelle forme de militance, des gens raisonnables qui répondraient pied à pied sur les forums, un peu partout sur les réseaux sociaux, à ces gens-là, si je puis dire, car je terminerai vraiment sur cette phrase, il faut que disons, ces croyances ne profitent pas systématiquement de l'apathie des gens raisonnables. Un mot, Tristan Mendès France, de conclusion. Même chose, je pense que l'éducation, il faut éduquer notamment les jeunes à bien comprendre la nature des informations qu'ils côtoient en ligne. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous ce matin. On vous retrouve à 19h15 aujourd'hui. Secret d'info, effectivement, l'émission d'enquête de Radio France. Merci à tous d'avoir été avec nous ce matin. Are we on radio? Est-ce qu'on est dans la radio là? Ah! Are we on the air? Est-ce qu'on est sur l'antenne? Bonjour, salam, shalom. L'album de Minuit. Ah, souvenez-vous, c'était fin août l'année dernière, début septembre. Notre parrain, un super guitariste, Henri Padovani. Et on remet le couvert avec Henri. L'album de Minuit. C'est le titre de l'émission. Manval sur France Inter. La radio me passait des trucs que je n'avais jamais entendus. Oh, je me suis mis à rêver des choses que l'on m'avait défendues. Emporté par les ondes, mon bateau voguait vers l'inconnu. Quelle que soit la distance, emmène-moi, je l'ai.